Monsieur Sall, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à l'Air du Temps. Nous avons choisi de faire des émissions spéciales aujourd'hui pour davantage aller au fond des choses. Monsieur Sall, quelle analyse faites-vous de la conjoncture économique nationale après la révélation de la Cour des comptes et des marathons budgétaires et judiciaires que nous vivons aujourd'hui? Je vous remercie, Alassane. C'est un plaisir toujours de venir devant vous, de venir devant votre institution. Et je prie que Dieu continue de protéger votre institution parce que vous fournissez un bien public extrêmement important pour la communauté, en plus justement d'être un élément moteur pour notre démocratie, pour son avancée. Donc je fais un appel aujourd'hui aux autorités qui dirigent ce pays pour que vraiment la presse soit consolidée dans ce pays et que la démocratie soit réconfortée. Et surtout hier, c'était la journée internationale de la liberté de presse. Ah bon, je savais même pas en plus. Vous voyez que tout tombe très bien. Alors, sur la question de l'analyse de la conjoncture, je voudrais vous expliquer quelque chose de très simple, Alassane. En économie, normalement, nous n'avons qu'une seule institution économique. Il n'y a qu'une seule institution en économie. Ça s'appelle la confiance. Quand on l'a, on a tout. Quand on la perd, on n'a plus rien. Et vous pouvez avoir deux économies qui sont dans le même état. L'un qui a la confiance, l'une qui a la confiance, l'autre qui ne l'a pas. Et les équilibres n'aboutiront absolument pas aux mêmes allocations ni au même niveau de bien-être. Donc cela est important pour dire qu'il y a un élément psychologique fondamental dans la conjoncture que l'on appelle la confiance et qui mérite que l'on porte une attention particulière à certains phénomènes. Et justement, l'analyse de la conjoncture, comme vous me dites, n'est pas une analyse seulement des faits économiques. C'est l'analyse des perceptions et des représentations de l'économie aussi. Donc il y a un premier niveau sur les idées qui se projettent sur ces faits-là. Et même, mieux, il y a un troisième niveau qui porte sur les idées que les gens se font des idées des autres. Donc c'est un deuxième niveau, c'est des idées, c'est une projection d'idées sur des idées. Le premier domaine appartient aux faits économiques simples que nous avons l'habitude d'analyser, l'investissement, la consommation. Le deuxième parle de la représentation et des perceptions des agents économiques sur le modèle. Et le troisième porte sur les anticipations. Parce que tout simplement, pourquoi ce troisième domaine est important? Et c'est un métadomaine qui est le plus important et où tous les phénomènes complexes de confiance et de dépression économique et de conjoncture se passent. C'est important parce que tout simplement, je ne suis pas la seule conscience qui veut donner sens au monde. La donation de sens qui s'effectue à partir de ma conscience va affronter la donation des sens des autres. Parce que je ne suis pas seul, El Ibrahima Sall, à donner sens au monde. Alassane Samba Diop voulait donner sens au monde. Alors, c'est là où la subjectivité qui était dans les perceptions bascule en intersubjectivité et explique toutes les formes de violence, d'empiètement, d'anticipation, de coordination, d'anticipation, et qui sont des problèmes extrêmement complexes dans l'analyse des conjonctures. Donc oui, aujourd'hui, l'analyse que je fais de la conjoncture, c'est que l'économie sénégalaise a un problème de confiance. Et ce problème de confiance, il est complexe. Il touche les perceptions, il touche aussi surtout les anticipations qu'on se fait. Donc, c'est un mouvement global qui va jusque dans la tête des agents économiques qu'il faut chercher pour essayer de rétablir la confiance et pour donner des signaux pour mettre fin à ce processus qui entame la confiance que nous avons sur notre économie. Parce que je souligne, vous avez vu qu'il y a eu une dégradation de la notation du Sénégal suite aux révélations de la Cour des comptes. Mais ce qui est plus intéressant, plus inquiétant, ce n'est pas la dégradation de la notation, c'est la perspective négative qui accompagne cette dégradation-là. Ça veut dire qu'on ne pense pas que le retour de la confiance soit immédiat ou bien. Et à ce sujet-là, je voudrais dire quelque chose. Dans un contexte comme ça, on a besoin de tout, sauf des avertissements que nous portons sur la monnaie. Par exemple, j'ai entendu des gens dire, voilà, nous sommes dans le CFA, nous allons voir, si à la fin ça ne marche pas, on va sortir. C'est vraiment le genre de déclaration qu'il ne faut surtout pas faire. Quelles sont les conséquences de ces déclarations? Les conséquences, c'est qu'on commence d'abord à dire à tous les investisseurs qui vont se dire eux-mêmes, moi, je ne vais pas investir
les collègues ne vont pas investir dans une économie. Demain, risque de me retrouver avec une monnaie qui sera dévaluée. Donc, je vais prendre mon argent et le placer dans une zone monétaire safe, comme la zone euro, comme la zone dollar, mais je ne vais pas m'amuser à entreprendre dans un contexte où demain, je peux sortir du franc CFA et me retrouver avec une monnaie qui ne vaut rien. Mais tout cela revient à la question de la confiance, à la question de l'assurance qu'il faut donner. C'est une question de l'assurance qu'il faut donner, c'est extrêmement important. Et l'assurance, il est d'abord dans le discours. Jusqu'à la veille d'une sortie de monnaie, on ne doit pas l'annoncer. On ne doit pas donner aux gens l'impression ou la possibilité qu'on puisse en sortir. On y est, on y reste, on se tait, on laisse les universitaires discuter à l'université, mais pour les autorités publiques chargées de la politique économique, c'est extrêmement scandaleux de s'avancer sur ce terrain-là et c'est mortel pour notre économie. Du moment que la confiance ou le manque de confiance nous a mis dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est justement, c'est d'abord ce que j'appelle l'environnement lointain, parce que le CFA, c'est de l'environnement lointain, parce que même dans l'analyse de la conjoncture et l'analyse économique, il faut faire la différence entre l'environnement immédiat et l'environnement un peu plus lointain. Et les deux jouent justement sur la question de la confiance. La première chose, c'est d'avoir un discours clair, unique, qui va dans un sens et qui rassure. Nous avons besoin de rassurer. Les marchés ont besoin d'être rassurés. Les banques ont besoin d'être rassurées. On ne peut pas fragiliser le système bancaire en donnant l'impression que les banques ou en confirmant que les banques ont des produits toxiques dans leurs actifs. Ça va se traduire par des retraits de clients et tous les modèles de faillite, de crise bancaire. Et notamment les modèles de Dubuque et consorts. Comme le suprême. Rentrée de Diamond Digui partent de ce principe-là. Et partent du principe que vous n'avez pas besoin de phénomènes objectifs ni de faits économiques réels pour faire basculer une économie en crise ou en dépression. Il suffit que l'impression existe et je voudrais dire que donc il faut rassurer, avoir un discours continu et passer de façon macro et nationale à des priorités qui doivent être les priorités du Sénégal et que tout le monde sache que la priorité du Sénégal, c'est le rétablissement de la confiance dans l'économie, mais ce n'est pas, par exemple, le vol du bétail, qui peut être un sujet certes intéressant, mais l'impact est faible, parce que le pourcentage de bétail qui fait l'objet de vol est mineur. De la même façon, les personnes engagées, c'est une petite minorité, il y a des lois, il y a tout ça. Donc il y a des thématiques qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas une priorité nationale. Quelles sont les priorités nationales aujourd'hui? Voilà, les priorités nationales, très rapidement. Moi, je pense que la première chose, c'est l'unité nationale. Il faudrait que ce pays se rassemble. Il faut que ce pays se réconcilie. Il faut que les mécanismes et les acteurs de la médiation sociale, je ne parle pas de médiation politique parce que c'est sans aucun intérêt. On parle de dialogue politique, le dialogue politique n'a aucun intérêt, c'est pas important, ça se passe à l'Assemblée. L'opposition s'oppose, la majorité gouverne. Ce qu'il faut, c'est des médiations sociales. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous avez vu les injures, vous avez vu les insultes. Rien n'est plus possible. Nous sommes à la lisière d'un pays qui va devenir ingouvernable par indiscipline collective. Donc pour moi, il me paraît important de déterminer ces priorités. Premièrement, c'est l'unité nationale, le rassemblement. La deuxième priorité, c'est la défense nationale et la sécurité collective. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Vous avez vu au Togo, vous avez vu le Bénin, vous avez vu les exécutions. Elles sont partout. Et quand on est en opération dans ce pays-là, dans ces pays-là, ça veut dire que nous qui sommes entourés, peut-être que les dispositifs de déstabilisation sont déjà sur place, en train d'attendre d'être actionnés. Donc, pour cette raison-là, il faudrait que notre pays soit centré, concentré sur la défense nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, il faut donner les moyens à l'armée, les moyens financiers surtout d'abord, les moyens humains ensuite et les moyens opérationnels ensuite. Il nous faut une loi de programmation militaire où nous donnons à l'armée une visibilité, une stratégie cohérente et ne pas gérer l'armée à coup de loi de finances rectificatives. Et sur ce point-là, c'est la politique qui doit reculer, c'est les dépenses publiques sur la politique et le social qui doit reculer et laisser la place à la défense nationale. La priorité une du Sénégal, c'est la défense nationale et il faut s'organiser. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il faudrait, moi je déplore personnellement, la décentration ou si vous voulez,
une sorte de diversion de l'armée vers des activités soi-disant sociales au nom de l'armée-nation, au nom de l'État-nation. Une armée, c'est comme le Real de Madrid, où ça joue des matchs, où ça s'entraîne. On ne peut pas prendre le temps de Vinicius ou de je ne sais qui et le consacrer à des actions sociales dans les écoles. L'armée, quand elle ne fait pas la guerre, elle doit s'entraîner en permanence parce que c'est important, parce que c'est dissuasif. Donc pour moi, il faudrait recentrer l'armée vers ça, développer justement, renforcer la constitution des élites et la capacité au commandement, l'aptitude au commandement dans les forces et permettre à ce que l'élite reconstituée, renforcée de l'armée nationale tire vers le haut la base et les troupes. Oui, parce que récemment, il y a eu des alertes. Il y a le Tombouctou Institute qui a fait une alerte par rapport au Djinim, qui est dans la sous-région et surtout à la frontière avec le Mali, où de plus en plus ils sont de l'autre côté de la rive du fleuve. Tout à fait. Mais d'abord, le premier point, c'est que sur ce côté-là de notre pays, la zone militaire est immense et large. Et quand vous parcourez la zone militaire, vous parcourez des centaines et des centaines de kilomètres, ce n'est pas normal. Cette zone-là, il faudrait peut-être la diviser et avoir 2 zones et leur donner les moyens. Deuxièmement... Est-ce qu'il faut créer des villes garnisons? Non, mais avant les villes même, il faut créer une énième zone plus une. On en est à N zone, il faut rajouter une en la diminuant et en lui donnant les moyens. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut renforcer le renseignement. La chaîne RANS doit être renforcée et elle est renforcée par les populations. D'où une éducation permanente des populations sur le renseignement. Il faut que chaque Sénégalais se sente responsable du réseau des renseignements sur notre sécurité collective. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut constituer une réserve civile. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est les civils qui se battent depuis très longtemps. Et donc, il faudrait travailler dans ce sens-là. Et pourtant, le gouvernement a parlé de l'engagement militaire obligatoire. Oui, l'engagement militaire qui est dans la Constitution, qui est obligatoire. Tout Sénégalais doit s'engager dans l'armée. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué, mais dans une évaluation de politique de jeunesse que j'ai faite, c'est la proposition 4. Ça fait longtemps. J'ai été invité comme conférencier à un dîner des anciens de Saint-Cyr. Je l'avais préconisé il y a 5 ans et ça a été écrit dans les... que les jeunes soient engagés dans l'armée, les jeunes Sénégalais. Oui, parce que mais le colonel qui était chargé d'assurer le secrétaire général de Saint-Cyr a même produit un rapport à ce sujet, Pape Mbarik Diop. Alors, donc, je voudrais tout simplement dire que c'est une voie, mais ce n'est qu'un moyen. Ces garçons-là qui sont engagés dans le cadre d'un service universel, national, militaire obligatoire, doivent fournir les troupes de la réserve civile que nous devons constituer et qui doit être animée en permanence, périodiquement, et qui doit faire l'objet de travail. Donc, le service civique national, c'est très bien. Mais ce n'est pas la finalité, c'est un petit moyen. Il devait déverser des éléments dans notre réserve civile. Donc, ces questions de défense-là, il faut commencer à les envisager de cette façon-là. Parce que moi, je connais très bien la région. J'ai réformé l'armée de la Guinée-Bissau, du temps de Tagmé et du temps du président qui avait été assassiné. Mais c'était devant moi. Nino Vieira. Et j'ai négocié aussi avec la plupart des troupes, mais qui occupent aujourd'hui le Mali. Donc, c'est des questions extrêmement importantes, fondamentales, et je demande au chef suprême des armées, le président Diomaye Faye, de tout faire pour renforcer l'armée, lui donner les moyens, et que c'est la priorité des priorités. Il faut que la politique recule, l'armée... Oui, l'armée c'est aussi le renseignement. Oui, l'armée c'est la prévention. Mais bien sûr. Aujourd'hui, l'armée française, semble-t-il, était aussi travaille beaucoup avec l'armée sénégalaise sur les renseignements. Aujourd'hui que la France est partie, elle a quitté les bases, comment occuper cet espace de renseignement où on parle de plus en plus de digitalisation, de numérisation, de satellites? Alors, la première chose, c'est que vous avez raison, la France, la coopération de défense avec la France jouait un rôle extrêmement important. Surtout dans le renseignement, dans en matière de renseignement, d'abord, Deuxième chose, en matière d'information sur la protection de nos ressources naturelles, il y avait un avion Breguet qui prenait les photos tout le temps et l'état-major avait à sa disposition ces éléments d'information. Donc, il est important que quand la France quitte, qu'on regarde ce qu'il y a lieu de faire.
Parce que cette coopération-là aurait dû être évaluée, à mon avis, avant toute décision. Puisque la France contribuait sur le renseignement, la France contribuait et contribue encore sur la formation, la France contribue sur l'ensemble des procédures opérationnelles et tactiques et stratégiques, y compris jusqu'aux évacuations sanitaires, jusqu'au défilé du 4 avril. Le défilé du 4 avril auquel nous avons eu droit est un défilé français. La position, le timing, la décussation des troupes quand ils défilent, tous ces éléments-là sont des procédures françaises. Et il faut voir que derrière les procédures françaises, il y a les procédures OTAN. C'est extrêmement important parce que tout simplement, tous les jours, la doctrine militaire est travaillée et on avance avec la doctrine et la procédure. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que l'apport de la France était extrêmement important. Mais aujourd'hui, nous pouvons effectivement essayer de voir devant ce qui a été fait, comment on peut reprendre les choses en main. Sur ce point-là, il y a quelque chose pour moi, mais qui me paraît extrêmement important de dire, c'est que je voudrais dire qu'il y a un souverainisme de sagesse et un souverainisme d'adolescence. Le souverainisme de sagesse voudrait que, dans notre pays, on comprenne que les alliances, ça renforce, ça ne faiblit pas. On est plus fort parce qu'on est allié. On est plus fort parce qu'on a d'autres puissances à côté de nous. Ce n'est pas en s'enfermant et en ayant un esprit de repli qu'on va s'en sortir, c'est l'inverse. Il faut aller à la conquête du monde, il faut défendre le péril mondial et on le défend avec des amis, on le défend avec d'autres armées et c'est cette alliance-là qu'il faut reconstruire. Même en ce qu'on appelle dans les techniques de prise de décision dans l'armée, comme les Military Decision Making Process, on vous explique qu'avant d'attaquer un pays, une troupe, une unité, il faut faire le point sur le renfort et les réserves qu'elle peut avoir.